Salut! Deuxième capsule, on va parler de qu'est-ce qu'une commotion cérébrale. Donc, on a parlé de pourquoi c'est important de parler des commotions cérébrales. Maintenant, c'est quoi? Comme le nom de l'indique, la commotion cérébrale, ça se passe au niveau du cerveau. Donc, le cerveau, c'est le quartier général, c'est lui qui dirige vos mouvements, qui dirige vos actions. Le cerveau est divisé en différentes parties, vous n'avez pas besoin de toutes les savoir, mais on peut voir là, ici le cervelet, bon, l'encéphale, puis les différentes parties avec les ventricules et tout ça. Euh, c'est pas nécessaire de le savoir, mais il faut comprendre que dépendant de quelle région du cerveau qui est touchée, ben, ça se pourrait que l'impact ou la présentation du patient soit différente. Premièrement, pour avoir une commotion cérébrale, il faut une force. La force doit être appliquée de manière directe ou indirecte. Donc, soit par exemple, je suis en train de courir, je me fais rentrer dans le ventre et la tête fait ce qu'on appelle un fameux whiplash. Donc, ça pourrait causer une commotion cérébrale. Le coup initial n'a pas été à la tête, mais le mouvement engendré, lui, était au niveau de la tête, ou en tout cas au niveau du cerveau. Les pires mécanismes de blessure pour les commotions cérébrales sont en rotation. Donc là, j'ai parlé du whiplash antéro-postérieur, mais lorsque l'impact se fait sur le côté et que ça fait une rotation comme ça c'est pire. Pourquoi? Parce qu'on vient faire un coup contre coup à deux endroits différents. Donc quand je fais mon whiplash, j'ai le coup en avant, le contre-coup à l'arrière, alors qu'en rotation, j'ai le coup en avant, le coup aussi en même temps ici, et le contre-coup, pouf, pouf, de l'autre côté. Donc j'ai plus de régions du cerveau qui sont atteintes. Également, les forces musculaires pour retenir le mouvement de rotation sont moindres que lorsqu'on est en antéro-postérieur, en flexion-extension. Les commotions cérébrales sont plus fréquentes également sur les coups non appréhendés. Par exemple, vous jouez une partie de soccer, vous organisez une partie de soccer à votre camp de jour. Il y a toujours au soccer, dans un groupe, là, tu sais, celui qui est un peu perdu, là, qui se promène puis qui regarde pas, bang, il reçoit un ballon. Mais lui, il n'a pas eu le temps de contracter ses muscles, de ralentir le mouvement de rotation, le coup contre coup là, du whiplash. Et ce patient-là va être à plus grand risque d'avoir une commotion cérébrale. OK? Les neurones, qu'est-ce qui se passe dans la commotion cérébrale? On pensait initialement que la commotion cérébrale, c'était vraiment l'impact du cerveau sur la boîte crânienne. Mais ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est le cisaillement des neurones. Donc, lorsqu'il y a un mouvement, le cerveau ne bouge pas tant que ça, mais ça vient tirer sur les neurones. Donc, on tire et on recomprime. Et les cellules nerveuses, peu importe où elles se trouvent dans notre corps, pas juste au niveau du cerveau, les cellules nerveuses sont pas du tout flexibles. Vous avez déjà été mis dans une position d'étirement, vous aviez des engourdissements, des picotements, mais ça, c'est parce qu'on a essayé d'étirer ton air, puis ton air, il a dit exactement comme ça dans ces mots-là. Euh, Là, au niveau du cerveau, il y a un mouvement, un coup contre coup, ça vient étirer, ça vient cisailler et ça va créer une cascade métabolique. Donc, il va y avoir un échange d'électrolytes au niveau du cerveau entre les cellules et les vaisseaux sanguins. Les neurotransmetteurs, les électrolytes vont s'exciter un peu, ce qui va causer la réaction initiale, donc ce qui va causer là, les premiers symptômes qu'on va voir. Puis là, par la suite, le corps essaie de se guérir de ça. Et c'est ça qui va faire souvent les symptômes qui vont suivre pendant les prochains jours, semaines et rarement pendant les prochains mois. Donc, la fameuse cascade métabolique, vous n'avez vraiment pas besoin de savoir ça par cœur, mais juste de comprendre qu'il y a un débalancement là, initial de potassium là, qui se fait très rapidement. On voit que le calcium il monte, mais avant de se replacer, ça peut lui prendre 3 ou 4 jours. Ce qui est vraiment intéressant par contre, puis ça on va en reparler plus tard, là, voyez la courbe ici là, qui descend plus basse que la moyenne, qui est le cerebral blood flow. Donc la circulation sanguine cérébrale, en fait c'est la pointille, excusez, mais ça revient au même. Donc la pointille, on voit qu'elle diminue et qu'elle reste faible. Puis là, je pense, ma petite face ici, elle cache, là, mais elle remonte juste à la fin après 7 à 10 jours. Et ça, c'est super important. Quand on a compris ça, ça va influencer la réhabilitation beaucoup. Donc, on va le regarder dans les prochains modules, là, quand on va parler de quoi faire avec les commotions. Cet aspect-là, on va pouvoir le travailler. Le trauma crânio-cérébral, il est classé en trois catégories. Donc, avant, on disait, ben, on dit encore ça là, régulièrement, une commotion cérébrale. En fait, c'est un TCCL,
traumatisme crânio-cérébral, donc TCCL, qui est le léger. On peut avoir des TCC qui sont modérés ou graves. On va revenir à ça là, dans quelques instants. Ça, c'est une définition très hospitalière du TCCL. Donc, on voit ici que la perte ou l'altération du niveau de conscience, elle est de 0 à 30 minutes. La très, très grande majorité des commotions cérébrales n'auront pas de perte de connaissance. Et ça, c'est un mythe que vous devez cesser de répandre. Les gens vont dire « Ah, mais j'ai pas perdu connaissance, c'est pas une commo. Ça n'a pas rapport. Okay? Bon, l'échelle de Glasgow, on n'en parlera pas. L'autre que je veux attirer votre attention, c'est ici, les lésions objectivées, fractures ou lésions intracrâniennes. Donc, à l'imagerie cérébrale, positive ou négative. Et ça, c'est très important. Les gens vont avoir un coup à la tête, vont aller à l'urgence, attendre pendant des heures pour passer un scan, et ils vont sortir de là, puis ils vont dire « Hey, je suis correct, j'ai rien à la tête, c'est pas une commo, ils ont rien vu en faisant le scan. » Non, ce que ça veut dire, c'est ils ont rien vu, je suis pas en train de mourir, ou j'ai pas un traumatisme modéré ou grave. On devrait, règle générale, rien voir sur l'imagerie initiale. C'est tout à fait normal. Donc, ça m'indique que c'est, puis là, je le mets vraiment entre guillemets, juste une commotion cérébrale et non pas un traumatisme plus léger ou grave à ce moment-là. Les blessures collatérales, donc celles que vous avez sûrement entendu parler, entre autres dans le film Concussion avec Will Smith, l'encéphalopathie traumatique chronique ou l'ETC. L'ETC, c'est celle qu'on a parlé le plus dans les médias, c'est celle qui attire l'attention et c'est elle aussi qu'on veut prévenir. L'ETC, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à force de recevoir des impacts commotionnels ou sous-commotionnels, à plusieurs reprises là, au cours de ma carrière d'athlète, par exemple, on va développer des lésions. Ces lésions-là peuvent se présenter, par exemple, sous forme de Parkinson, sous forme d'Alzheimer ou d'autres problèmes neurocognitifs qui vont se développer à un âge précaire. Un exemple malheureusement célèbre, ça a été le suicide de Derek Bogard, un joueur de hockey pour les Rangers de New York, qui a fait don de son cerveau, puis ont découvert à l'âge de 28 ans qu'il y avait des cellules d'Alzheimer puis de Parkinson dans son cerveau à 28 ans. Mais lui, c'est un bagarreur, il a dû avoir plus de 1000 commotions cérébrales ou des impacts sous-commotionnels dans sa carrière. Le syndrome de second impact, c'est un peu ce qu'on a discuté avec les cas dans la capsule numéro 1 avec Zach Lysted, puis la jeune Rowan ou Preston Pleverities. Donc, c'est d'avoir une commotion cérébrale, de pas la guérir ou de pas prendre le temps de la guérir et de recevoir un deuxième impact. Et puis là, il y a une cascade qui s'enclenche qu'on comprend pas trop encore, mais il se passe quelque chose dans notre cerveau et les symptômes augmentent de manière drastique et catastrophique. Le syndrome de second impact, c'est là où on peut avoir la plus grande prévention, donc j'encourage à faire attention à ça et à être sévère sur les retours au jeu. Ça peut causer le décès, mais particularité du syndrome de second impact, pour l'instant, ce qu'on dit, c'est que c'est seulement présent chez les cerveaux immatures, donc moins de 25 ans. Ça ne veut pas dire que vous êtes mature passé 25 ans, on parle juste de la maturité de votre cerveau. Okay? Les fractures du crâne et de la colonne sont des conditions souvent associées suite à l'impact. Il peut y avoir une fracture donc, au niveau de l'os et les hémorragies intracrâniennes. Bon, ça on vient d'en parler, là, les traumatismes à répétition qui peuvent développer là, à long terme l'encéphalopathie traumatique chronique. On a parlé du syndrome de second impact, ça va. J'ai tout dit sans regarder mes diapos. Donc, eux, il y avait eu un syndrome de second impact. Ça m'a été géré. Ils sont retournés au jeu trop rapidement. Ils ont eu une autre correction. Boum, augmentation des symptômes qui, dans un cas, a causé la mort et dans l'autre cas, des handicaps très sévères. Fracture du crâne ou de la colonne. Là, ici, on a une fracture du crâne particulière. Là. Ça, c'est un athlète à la MMA, les arts martiaux mixtes, qui a reçu, je crois, un coup de genou. Si vous voyez ça, c'est mal. Okay? Ici, ça s'appelle le signe du raton laveur. Et ici, on a le signe de Battle, qui sont des signes de fracture de la base du crâne. Donc, ça va causer un échymose là, très particulier qui va apparaître normalement là, dans les prochaines heures. Donc, vous ne le verrez pas initialement, mais c'est un bon indice. Dans les fractures de la colonne,
Vous n'êtes pas obligé de capable de lire ça, mais on peut voir ici, donc ça c'est ma tête, ici c'est mon cervelet, la moelle épinière, puis ici on voit la colonne vertébrale, pouf, et puis là il y a clairement une cassure avec une dislocation, il n'y a pas de ligne. Puis pour l'instant, là, tout ce qu'on voit, là, c'est un abutement, là, ça coince ici. Elle n'est pas complètement déchirée, mais on voit que ça va pas bien. Donc, ce patient-là est fort probablement quadraplégique ou va pas très bien. Il y a aussi des fractures plus de compression, comme on peut voir dans celle-là ici. Là, la colonne, elle a cassé, mais la différence avec celle-là, c'est que ça n'a pas touché la moelle épinière. Donc, on peut avoir une fracture de la colonne sans avoir d'atteinte de la moelle épinière. Un segment intracrânien que je voulais vous parler, c'est le segment épidural. Celui-là, il est particulier, il faut que vous soyez capable de l'identifier. Sans dire que c'est ça, mais être capable de le suspecter, je pense que ce serait le meilleur terme. Donc, initialement, la première phase, c'est des symptômes qui ressemblent à une commotion cérébrale. En fait, c'est une commotion cérébrale. Je reçois un coup à la tête, j'ai des symptômes de commotion cérébrale. Donc, perte de conscience, maux de tête, confusion, étourdissement, et tout ça qu'on va voir plus tard. Ensuite de ça, les symptômes diminuent, même disparaissent dans les 15 à 20 premières minutes. Donc, le patient va vraiment mieux. Par contre, ce qui se passe, c'est que suite à ça, il y a une augmentation rapide et exagérée des symptômes. Donc, les maux de tête se mettent à augmenter, la pression artérielle, si vous la prenez, augmente de manière drastique, le pouls peut devenir lent, la respiration peut être rapide et régulière, les pupilles, vous avez sûrement vu dans votre cours de secouriste, les pupilles qui sont perlades, donc qui ont la même forme, ne le sont plus. Et après ça, des signes neurologiques, donc des postures anormales, une altération de l'état de conscience. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir toute cette liste, mais c'est des symptômes qu'on peut voir suite à la présentation du segment épidural. Donc, pour récapituler, on a une commotion cérébrale, les symptômes s'en vont et réapparaissent rapidement et de manière exagérée. Ces patients-là doivent être transportés rapidement vers un centre de traumatologie. Donc, on appelle l'ambulance, on les met dans l'ambulance, ils s'en vont à l'hôpital tout de suite. Si vous avez jamais vu là, les pupilles perlants, donc ça, c'est des pupilles qui ne sont pas de la même dimension. Donc, c'est des pupilles qu'on va appeler dans le jargon non perlants. La présentation, j'en ai parlé. Pourquoi ça arrive? C'est qu'il y a une artère à l'intérieur de la boîte crânienne qui va se rupturer et le sang va s'accumuler dans la boîte crânienne. La boîte crânienne étant un espace relativement fermé, le cerveau va essayer de se déplacer pour faire place à cette arrivée de nouveau sang extravasculaire. Et le cerveau, il n'y a nulle part où aller à part descendre dans le trou qu'on voit ici qui s'appelle le foramen magnum, qui est là où la moelle épinière passe. Donc, le cerveau essaie de descendre par là, mais en chemin, il écrase le tronc cérébral. C'est là qu'on voit là, les signes anormaux de respiration et compagnie. Euh, Quand je vous disais là, les postures anormales que j'essaie de mimer devant ma caméra, là, donc ça, c'est la décortication et ça, c'est la décérébration. Donc, c'est des postures de réaction à la douleur chez des gens qui ont des atteintes neurologiques. On peut voir ça chez les gens qui ont un segment épidural. Il existe plein d'autres types de segments qu'on ne passera pas en détail. Si vous jouez au Scrabble, ça peut vous aider. Donc, le segment sous-dural, sous-arachnoïdien, intracérébral, intraventriculaire et intraparenchymal. C'est très spécifique où ça saigne. Et selon l'origine du segment, ben, des fois, ça nous aide à trouver un peu les signes et les symptômes.